Les injustes. C'est qui ça? Alors, je suis en compagnie de Yannick Paquette pour toute la communauté geek qui, évidemment, sont des lecteurs de comic book, connaissent très bien Yannick Paquette. A sorti tout juste récemment, d'ailleurs, Wonder Woman Earth One, le 2e volume. On en a parlé dans le podcast la semaine dernière. Excellent volume, d'une excellente série, on doit le dire. Écoute, a percé le milieu du comic américain et un des rares Québécois à travailler dans cette industrie-là. Yannick, bonjour. Bonjour. Je suis content de te parler. Ça fait longtemps qu'on voulait te parler parce qu'on veut savoir comment un Québécois a pu percer ce marché-là et se retrouver à travailler avec un gars comme Grant Morrison. Comment un petit Québécois, puis on aime ça parler de petits au Québec, là, comment est-ce qu'un petit Québécois a réussi à percer ce marché-là? Comment ça a commencé, ton histoire? Il faut comprendre d'abord qu'aux États-Unis, des grandes maisons d'édition comme Marvel ou DC Comics se gênent pas, ils vont engager des gens partout à travers la planète. Donc, des petits Québécois, mais aussi des petits, je sais pas trop, de Philippins, et des petits des petits Italiens aussi. Donc, c'est pas véritablement mystérieux que genre, je sois pas américain puis que je travaille pour eux parce que donc il n'y a pas vraiment de frontières. Maintenant, ça fait super longtemps que je travaille, ça fait comme 25 ans. Ça change chaque année, fait qu'à tout ça, je change de chiffre. Tu te vieillis à chaque année? Chaque année, j'ai une année de plus. Bienvenue dans le club. En fait, ça fait plus qu'une vingtaine d'années et à l'époque, quand j'ai commencé, c'était avant l'Internet. Et la façon de faire, c'est le cas pour moi, pour toutes les autres aussi qui voulaient devenir dessinateurs à l'époque. T'envoyais par la poste des exemples de ton travail, puis si ça faisait l'affaire, puis si tu semblais sérieux, parce que moi, on commence pas par travailler à travers chez Marvel ou DC, plein de petites maisons d'édition sur lesquelles tu peux faire ta main. Puis éventuellement, tu es appelé par les 2 grandes maisons, puis c'est à ce moment-là que tu as ta chance. Est-ce que ça se fait toujours à distance ou éventuellement tu finis par prendre possession d'un bureau ou devoir te déplacer là-bas? Non, je pense dans les années 70, 60, à New York, il y avait des bureaux chez Marvel parce que il y avait des modifications, il fallait travailler vite, tout ça. Maintenant, pratiquement tout le monde travaille chez eux. Entre autres parce qu'on est à travers la planète. Moi, je suis encore à Maisonneuve dans Montréal. J'ai toujours travaillé là. Mes amis, ils sont partout dans le monde, en Turquie, n'importe où, ils travaillent de chez eux. Et maintenant, c'est encore plus facile parce que on scanne directement nos pages ou pour ceux qui travaillent digital comme moi, ça me besoin d'être scanné. Et on envoie ça directement sur les serveurs de DC. Donc, on se déplace même pas, puis c'est pas nécessaire, on peut rester dans nos milieux de vie normaux. Mais en même temps, c'est spécial parce que il manque pas un petit peu de camaraderie ou encore de gens, vous vous côtoyez pas finalement. Si j'avais comme question, par exemple, ce matin, hey, comment est-ce qu'il est Jim Lee? J'imagine, tu le côtoies pas dans le fond? Non, mais j'ai rencontré Jim Lee plusieurs fois. Ce qui se passe, c'est il y a un phénomène de les conventions, il y en a une à Montréal, il y en a une à Québec, mais il y en a partout dans le monde, des conventions de comics où là, on va inviter des artistes à venir signer rencontrer les fans, faire des conférences, tout ça. Donc, j'en fais beaucoup, j'en fais à travers le monde, en Asie, en Afrique même. Mais c'est là aussi qu'on rencontre les collègues parce que c'est comme une espèce de territoire neutre. J'ai des amitiés, par exemple, avec Mahmoud Azra, qui est un dessinateur chez Marvel ces temps-ci. On est des amis depuis plusieurs années, mais on se rencontre en Allemagne, à Sao Paulo, on passe une semaine là ensemble. Tu sais, c'est comme une espèce de drôle d'amitié, mais je suis jamais venu à Montréal, je suis jamais allé à Vienne, où est-ce qu'il habite ces temps-ci. Va falloir que ça se réalise, il va falloir que tu nous l'amènes à Montréal. Je suis en train de manipuler là, pour le traîner jusqu'ici. Mais c'est ça, c'est des espèces de... La communauté est quand même assez tissée serrée, les dessinateurs, mais... on travaille pas dans un lieu de travail, vraiment. Le monde, c'est un peu... Le monde entier, c'est là où est-ce qu'on va se rencontrer, on va passer... Mais vu qu'il n'y a pas nécessairement de bureau où on se côtoie, à ce moment-là, comment on choisit les projets ou est-ce que c'est les projets qui nous choisissent? Comment ça fonctionne? C'est comment tu es atterri, par exemple, avec Swamp Thing ou encore comment tu as atterri avec Justice League, comment tu as atterri avec Wonder Woman Earth One? C'est eux qui décident ou c'est toi qui formules des préférences sur les personnages que tu veux faire, sur le genre de série que tu veux faire? Bon, au début de carrière, évidemment, on prend tout ce qui passe. On est juste content de travailler, d'être payé pour dessiner des trucs. Ça, c'est quand même un privilège au début.
quand la notoriété commence à embarquer, quand on commence à avoir des fans, bon, tu as un peu plus de pouvoir, ben là, me permet de choisir. Habituellement, je vais favoriser l'écrivain. Mes relations sont avec les écrivains. Fait que ça soit Grant Morrison ou Scott Snyder ou d'autres. C'est avec eux que j'ai envie de travailler. Puis là, on dit aux éditeurs, ben, on a envie de faire telle affaire. Puis, habituellement, on a carte blanche maintenant parce que plus jeune, ben, j'acceptais n'importe quoi. Tu as nommé 2 noms qui m'intéressent. Je veux que tu me parles un peu, peut-être d'abord de Scott Snyder. Sa run, écoute, sur Batman était écœurante. Là, il va faire un Black Label, d'ailleurs, pour continuer un peu son histoire avec Batman. Moi, c'est là que je l'ai connu. Toi, tu as travaillé avec sur Swamp Thing, si je me trompe pas. Quel genre de type que c'est? Ah, c'est quelqu'un d'extrêmement accessible, super généreux. J'ai travaillé avec des grosses pointures, mais Scott Snyder est facilement celui qui est le plus facilement. On peut se parler, je me rappelle des numéros. Entre autres, on a fait un numéro de Batman ensemble où la conception s'est faite dans un bar. On était justement à New York, lors d'une convention à New York. Et ben c'est ça, on a juste discuté, puis on a fait une espèce de plan de match. Même chose pour certains épisodes de Swamp Thing qui ont été construits au téléphone, pas mal en majorité. Ce qui est extrêmement différent avec travailler avec quelqu'un comme Grant Morrison ou même Alan Moore. J'ai travaillé 2 ans avec Alan Moore. Ça, c'est des êtres qui sont gentils, là. Je les aime beaucoup, mais ils sont inaccessibles. Là. Fait qu'on je peux pratiquement jamais parler avec Grant. C'est ça, parce que Grant Morrison, j'ai des termes peu ou pas polis, mais j'ai l'impression que ça doit être quelqu'un qui est difficile à travailler avec. Je vais t'éviter de te mettre dans l'embarras, mais ça... Non, pas de problème. Écoute, c'est sûr que c'est un excentrique, puis parfois, même au niveau même du scénario, c'est hermétique ou c'est un peu flyé. Puis il faut avoir de la bonne volonté pour s'accrocher à tout ça. Mais Grant Morrison, en tant que tel, c'est quelqu'un de super gentil puis relax et simple. Là. On s'est rencontrés dans une convention l'année passée. On se parle pratiquement jamais. On se parle à travers le scénario, à travers le script ou quelques brefs emails. Mais puis j'étais un petit peu, c'est ça, il y a comme une réputation quand même là. Il y a quelques années, il arrivait genre habillé en métal ou en veston étrange. Il y avait une espèce de côté rockstar quand même assez impressionnant. Et je pense que c'est calmé avec les années. Puis maintenant, en tout cas, au moins la relation qu'il y a avec ses collaborateurs, c'est une relation extrêmement humaine, extrêmement calme, extrêmement... Mais là, j'imagine qu'on est loin de l'époque où on demandait, par exemple, on rend hommage à Stan Lee, puis on en reparlera tout à l'heure, mais on parle de l'époque où Jack Kirby dessinait, puis après ça, Stan Lee remplissait les bulles. J'imagine que c'est plus comme ça que vous travaillez, là. Vous avez une idée très précise de où est-ce que vous vous en allez avec votre bouquin quand vous êtes en train de travailler dessus. Je veux dire, il te garoche pas un scénario en disant « dessine ça », puis toi, tu y garoches pas des dessins en disant « trouve des mots là-dessus », là. Ça dépend avec qui on travaille. Dans le cas de Grant Morrison, et encore une fois, ça dépend même de certains projets. Dans le cas de ma relation avec Grant, ça peut ressembler un peu à ça. Sauf que c'est ça, des fois j'ai des scénarios pas de dialogue avec des descriptions. Grant s'attarde plus souvent à ce qu'on doit ressentir en regardant une image. C'est quoi le vibe que ça doit donner, plutôt que ce qu'il faut que je dessine spécifiquement. C'est qu'il va pas s'en aller trop dans la description. Fait que parfois, je prends des chances, je dessine des affaires à ma tête et par la suite, il va faire une passe où là, il fait tout le dialogue. Puis, va parfois même changer l'histoire en fonction de ce que mon dessin va l'inspirer, par exemple. Ça, c'est une façon de travailler. Avec Alan Moore, par exemple, j'avais des scénarios extrêmement précis, là, vraiment... des storyboards, presque. C'est ça, pratiquement. Et Scott Snyder, comme j'expliquais tout à l'heure, vu que c'est très organique, notre façon de travailler, c'est des discussions au téléphone. Après ça, il fait un scénario qui est un peu une espèce de plan de match, mais on sait tous les deux où on s'en va avec ça, il n'y a aucun doute. Fait que ça me donne la liberté de, moi, changer certaines affaires, même changer une page de place, changer... comme par exemple le nombre de cases, je me permets de changer ça maintenant avec qui que ce soit, même avec Alan Moore.
Je veux qu'on parle un peu de Wonder Woman Earth One parce que, d'abord, ce sont de superbes volumes que DC ont fait avec leur collection Earth One. Un peu difficile à suivre, des fois, à savoir quand est-ce qu'on abandonne ou on continue à en faire. Des fois, c'est pas tout à fait clair, là. On a eu la belle surprise d'avoir un Wonder Woman Earth One volume 2 et j'étais très content. Puis, regarde, je te rends le compliment, c'était un de mes volumes préférés dans cette série-là avec le Batman. Le premier, bon, moi, j'ai mes deux injustes avec moi qui travaillent avec moi, qui ont trouvé que c'était compliqué, mais moi, le style de Morrison, j'aime ça. Alors, le premier volume, moi, je l'ai suivi. J'ai fini par le comprendre après l'avoir lu 3 fois, bien comme il faut. Mais, Grant, c'est ça. En fait, c'est pas un style super linéaire. Là, pour ceux qui s'attendent à une histoire A, B, puis C, puis tout est clair. Il y a un petit côté de David Lynch à tout ça où parfois, on n'est pas trop sûr pourquoi il y a tel élément, puis finalement... moi, j'aime ça parce qu'il y a un effort qui doit être fait. Il y a un effort qui est demandé de la part du lecteur, puis moi, j'ai beaucoup de respect pour ça quand c'est bien fait. Exact. Il y a des fois où c'est moins bien fait, mais dans son cas, lui, c'est bien fait. Mais le volume 2, je l'ai particulièrement apprécié, puis ça fait longtemps que je veux te poser la question. Quand il est arrivé avec son histoire de burqa pour Wonder Woman... On sait qu'au Québec, c'est un sujet qui est délicat. On sait qu'on s'est chicané et qu'on s'est arraché notre chemise sur les signes religieux puis sur les accommodements raisonnables. Quand il était arrivé avec ça, avec sa perspective, lui, il est écossais, je pense, Grant Morrison, ou encore, il vit aux États-Unis. Mais je veux dire, quand tu as vu ça, que tu allais devoir dessiner Wonder Woman en burqa, t'étais-tu à l'aise avec ça? C'est quand même un défi. C'est sûr que c'est de la provoque, là, à un moment donné. Là. Mais, Wonder Woman, honnêtement, j'ai lu ça, puis je suis parti à rire, en me disant, il veut juste brasser la cage, il veut créer le scandale, il veut... Puis en même temps, son argument pouvait se défendre. Wonder Woman est parachutée dans une autre culture. Elle essaie d'être respectueuse avec ses affaires. Et honnêtement, surtout aux États-Unis, parce que c'est notre gros marché, avec ce qui se passe avec Trump et tout ça, puis une espèce de durcissement de la position envers les immigrants ou envers la différence culturelle, que Wonder Woman prenne le bord de l'intégration puis de l'acceptation culturelle sans juger, parce que c'est sûr que nous, on peut voir à travers la burqa un signe de l'état de la femme, c'est quand même important. Mais moi, je te le dis, j'ai eu, au début, tu sais, j'ai lu le petit encadré, je pense que vous avez bien fait de le faire à la fin du volume pour expliquer un peu, parce que au début, j'ai eu un malaise, je me suis dit, Wonder Woman, la femme libérée, la femme libre, la femme, tu sais, qui veut faire tomber les barrières, bon, en même temps, elle est en bobette, elle est sexy, pas une grosse paire de seins, mais je veux dire, là, elle porte un symbole qui pourrait paraître pour certains comme de oppressif. Moi, j'ai eu un petit malaise, mais j'étais content que vous l'ayez fait parce que ça a permis un débat. Puis j'ai trouvé ça intéressant quand vous êtes revenu là-dessus à la fin du volume. Puis quand tu as expliqué aussi que tu avais même demandé à des collègues comment le dessiner pour être sûr de respecter aussi les traditions. Tu sais, je me suis dit, à la limite, ça a créé quelque chose. Ouais, tu sais, moi, j'ai Sania Noir qui m'a aidé pour ça. C'est une amie qui était à mon studio ici à Montréal, qui porte le voile, qui est musulmane et tout. Puis elle est super drôle, super bonne artiste. Et elle a une compréhension de cette culture-là que nous, on n'a pas. On est des Québécois, on peut avoir un jugement, on peut réagir à ces affaires-là, mais c'est de l'extérieur complètement. Elle voit ça de l'intérieur, puis elle connaît les designers de linge, puis comme une autre culture que nous, on n'a pas accès. Fait que c'était pas important pour moi, pour que ce soit legit au niveau design, de demander à elle son apport là-dedans. Puis elle était super excitée, puis elle avait eu du plaisir à faire ça. Donc, c'est facile de juger de l'extérieur un peu. Là. À date, il y a 2 volumes. On sait qu'il y a juste Superman dans cette série-là qui s'est rendu à 3 volumes. Là, je ne veux pas te voler de scoop, mais on va dessus. Oui, non, mais ça a déjà été annoncé qu'on faisait 3 volumes de Wonder Woman Earth One. Surtout que le deuxième finit sur un peu un cliffhanger. C'est un peu ça, là. Ma question, c'est que j'espère qu'on ne nous laissera pas ça comme ça, puis qu'on va poursuivre, qu'il y aura un 3e volume. Donc, c'est fait, c'est cané, il y en a un 3e. Oui, mais maintenant, quand? c'est toujours ça le principe. Je pense que l'idée de Earth One, c'était de faire un peu plus à l'européenne pour DC. Mais évidemment, toute l'infrastructure est faite pour faire des livres mensuels, puis tout ça. Mais c'est des beaux produits. Tu sais, je veux dire, pour les Québécois, par exemple, qui voudraient s'initier à la bande dessinée américaine, c'est tellement un beau produit d'appel. Oui, c'est cartonné, c'est des histoires qui ont plus de pages et tout. On prend notre temps. Souvent, c'est des
C'est des projets qui ont pas de deadline, puis d'où le fait que ça prend pour toujours. Pendant le deuxième volume, Grant Morrison, il écrivait d'autres choses aussi, mais il était aussi l'éditeur en chef de Metal Hurlant et de Metal. Il était... je pense que c'est la même chose, les Metal et Metal Hurlant, je pense même pas. Hein. Oui. Je fais comme une espèce de traduction. Je m'avancerai pas là-dessus. Faisons une parenthèse. Une parenthèse. Bref, il travaillait sur plein de trucs en même temps. C'est ça, il faisait Heavy Metal au moins, il était l'éditeur en chef là, il écrit des trucs, il y avait un show de TV Happy, fait il fait 50 000 affaires ce gars-là. Là. Mais on gagne-tu bien sa vie comme dessinateur, on gagne-tu bien sa vie? Parce que tu me fais poser la question en direct, tu me dis il est sur plein de trucs, donc j'imagine qu'il est capable de se récupérer un bon salaire en faisant plein de trucs, mais comme dessinateur, quand tu es sur un projet, j'imagine que c'est-tu bien payant sans me dévoiler ton T4? Là? C'est-tu quelque chose qui te permet de bien gagner ta vie? Dans mon cas, oui. Je peux pas généraliser parce que ça dépend t'es qui, qu'est-ce que tu fais. Si tu veux, si l'argent c'est une source d'angoisse, probablement que le choix de carrière quand tu es au secondaire, choisir la BD, c'est probablement pas le choix le plus le plus lucratif, le plus wise. Mais honnêtement, dans mon cas personnellement, parce que je suis chanceux, puis parce que le genre de projet sur lequel j'ai fini par travailler, moi ça va très très bien. Ouais, puis tu le rends bien à tes fans. Moi, je t'ai vu dans quelques conventions, puis je pense que tu es bien conscient de la chance que tu as, puis des gens qui t'entourent, puis qui trippent sur ton dessin. C'est le fun aussi de voir ça dans les conventions, de voir des gens qui sont un peu plus accessibles. Tu sais, des fois, t'en as que t'as l'impression que t'es dérange, là, mais non, là-dessus, je te donne crédit. Avant de se laisser, il y a eu un géant du monde du comic book qui est décédé, Stan Lee. Écoute, Stan Lee pour Marvel, c'est presque un dieu, en fait. C'est le fondateur, c'est le maître à penser. Pour toi, Yannick Paquette, ça représentait quoi, Stan Lee? Tu sais, son importance est plus marquée pour la génération avant moi. Moi, j'ai grandi en faisant des BD des années 80. Donc déjà, Stan Lee, il était en retrait. C'est vraiment... Stan Lee a vraiment œuvré dans les années 60. Mais maintenant, il faut quand même admettre que Stan Lee a vraiment sauvé les comics dans les années 60. Les comics étaient à l'article complètement dépassés. Et il est allé... Son vrai talent, en fait, c'était de ramener de l'humanité dans les comics. Avant DC, les personnages de DC, on parle de Superman, Wonder Woman, même Batman, à un certain niveau, c'est des dieux, c'est des espèces d'êtres un peu inaccessibles. Puis bon, on s'intéresse à leur hauts faits héroïques, là, mais leur vie personnelle, souvent, c'est juste une identité secrète. C'est de la parade. Bruce Wayne, c'est plus un déguisement, puis Batman, c'est ça qui nous intéresse. Mm-hmm. Et Stan Lee avait réussi à connecter avec le lectorat en donnant des histoires qui sont proches d'eux. Peter Parker, c'est presque plus important que Spider-Man. On va suivre Peter Parker dans ses problèmes de payer son loyer, mettons, ses problèmes de cœur avec les filles. Ça devient ça, puis Spider-Man n'est qu'une extension un peu. Et il a réussi à humaniser énormément tous ces personnages, même des trucs un peu abstraits comme Hulk, par exemple, que c'est une espèce de Dr. Jekyll, Mr. Hyde. C'est ça. Il a réussi à offrir quelque chose de super moderne, puis ancré beaucoup plus dans la réalité. Mm-hmm. Et évidemment, c'est un personnage un peu controversé, en ce sens que oui, c'est un créateur de génie. Il était là dans un timing parfait, mais il a aussi travaillé avec des idoles géants, là, comme Kirby ou Ditko, ces gens-là, et qui sont presque, enfin, qui ont au moins autant contribué à la création de ces personnages-là. Mais Stan a eu ce talent et cet instinct de marketing, probablement. De se mettre à l'avant-scène. Oui, un peu comme Walt Disney avait fait, par exemple. Et même moi, quand j'ai commencé à travailler chez Marvel dans les années 2000, mes comics, c'était toujours marqué comme Stan Lee présente, même s'il n'était plus dans le game pendant tout. Là. Stan Lee présente, je faisais Gambit à l'époque. Là. Mais il a réussi à s'élever au-delà de créateur de comics à personnage. Mes garçons jouent un jeu vidéo je pense que c'est sur quoi qu'ils jouent ça? En tout cas, je sais pas trop, mais c'est un jeu de Marvel. Puis tu peux choisir n'importe quel personnage. Tu peux choisir Hulk, tu peux choisir
Spider-Man, Iron Man, tout le monde. C'est ça. Mais tu peux aussi choisir Stan Lee. Il a comme des pouvoirs. Fait qu'il a réussi vraiment à devenir cette espèce d'icône-là. Et je pense que c'est bon. Enfin, entre autres parce que les gens avaient besoin d'associer quelqu'un à un visage à moment de l'industrie. création-là. C'est ça. Un peu comme on prend Einstein, il a le look du savant fou, tu sais, là. Moi, c'est lui, scientifique. Hein? Il me fait penser beaucoup à ce que Steve Jobs a fait pour Apple. Oui. Devenir le visage de la compagnie. Oui, puis genre, l'ultime j'ai le mot. Stellar. C'est ça, là. Mais tu sais, je dis pas ça de façon péjorative. Là, ça prenait quelqu'un pour faire la promotion du comic. Puis il l'a fait. Énergie et bonne foi. Et honnêtement, c'est un être charmant. Il a toujours été classe, gentleman, du début à la fin. As-tu eu l'occasion de le rencontrer une couple de fois? Ou? Bon, je l'ai croisé, mais il ne me connaissait pas. Là. Je l'ai croisé une fois de temps en temps, justement dans des conventions. Là. C'est là que tu croises les visages. Il était déjà pas mal vieux à l'époque, là. Mais il y avait une énergie quand même. Et puis moi, je l'ai vu dans une convention à Toronto, Fan Expo 2010, avec un de mes collègues du podcast ici. Mon collègue, d'ailleurs, qui s'est évanoui dans la file d'attente parce que c'était une file d'attente qui était monstrueuse. Écoute, Pat n'a pas vu sa convention. Il a passé la journée à attendre pour pouvoir faire signer quelque chose à Stan Lee. C'était incommensurable. Là. Ça se décrivait pas comme file d'attente. C'était fou raide. Mais effectivement, on avait eu bien du plaisir. En tout cas, il le regrette pas aujourd'hui. Il nous l'a montré encore sur notre site Internet hier, à quel point il était fier de sa signature. Puis regarde, tant mieux pour lui. Il y a maintenant un beau souvenir de ça. Hey, avant de se laisser, Yannick, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans tes projets futurs? Je te donne du temps pour te plugger, là. Où est-ce qu'on peut te suivre? Pour me suivre sur Internet, je suis un peu partout, là. Mais genre sur Instagram ou Twitter, c'est habituellement là. S'il y a des annonces à faire ou sur Facebook, je vais le faire là. C'est assez facile à trouver. Mon propre nom. Fait qu'il n'y a rien d'exotique. Sinon, au niveau professionnel, là, mon horaire, il y a le Wonder Woman volume 3, mais on n'a pas encore commencé ça. Je travaille avec Bendis sur Superman, une affaire pas Action Comics, quelque chose d'autre, un numéro spécial. Et quelle acquisition Bendis d'ailleurs, hein? Wow! Ouais, il est super le fun, Bendis, à travailler. Il est une autre affaire. On a lu son Man of Steel avec attention. Je sais que mon collègue, lui, suit Superman actuellement. Là, ça run, mais moi, j'ai lu Man of Steel jusqu'à date depuis son acquisition par DC. Là, puis honnêtement, wow, quel talent. Ça en est un autre, un très gros, ça. Ouais. Et après ça, j'ai du Tom King après. Fait quand même bien occupé. On en parlera parce que ça tombe l'année prochaine. Ouais. Fait quand même bien occupé. Puis avec Tom King, d'ailleurs, ça run sur Batman excellente aussi. Je suis en train de rattraper mes derniers numéros. Là. Puis on va se le dire, c'est solide. Batman, on va se le dire, depuis quelques années, c'est très, très, très solide. Yannick, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler. Ça fait plaisir. Merci. Puis en espérant qu'on puisse se rejaser. Absolument. OK, parfait. Merci. Ouais.